On est ici à Copenhague, COP 15, et en relation avec le Parlement européen et le changement climatique. Qu'est-ce que le Parlement européen peut faire pour changer le monde et réduire les émissions à gaz à effet de serre? Je crois qu'il y a deux rôles pour le Parlement européen. Là, il y a ce que le Parlement dit sur Copenhague et sur le climat. Et la résolution qui a été votée il y a 15 jours par le Parlement européen est une bonne résolution. Ce qu'elle montre, c'est que même, évidemment, les amendements ou les partis les plus progressistes ont été souvent poussés par les Verts, le groupe des Verts. Mais ça montre qu'on peut aller au-delà du groupe des Verts et que la plupart des groupes politiques peuvent soutenir une ambition climatique. Parce que la résolution du Parlement européen dit quand même qu'il faut aller au moins à 30%, très proche de 40% en termes d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de donner au moins 30 milliards d'argent public additionnel par an d'ici 2020. Donc on est très proche de ce que demandent les associations, on est très proche de ce que demande la communauté scientifique. Et donc de ce point de vue-là, le Parlement européen a probablement fait la résolution sur le climat la plus progressiste du monde. Le deuxième aspect très important du Parlement européen, c'est toutes les politiques énergétiques sur lesquelles il est co-décisionnaire. Typiquement, la directive sur les énergies renouvelables, la directive sur le bâtiment. On va avoir les plans nationaux d'efficacité énergétique. Donc sur tous ces aspects, il faut absolument continuer à travailler. C'est difficile parce que le Parlement, face au Conseil des ministres, ne fait pas toujours le bon poids. On l'a vu il y a 3 semaines, l'accord politique entre le Conseil européen et le Parlement européen sur la directive de performance énergétique des bâtiments a un élément très positif, c'est à l'horizon 2020, tout bâtiment nouveau en Europe devra être à énergie quasiment nulle, essentiellement fourni sur des énergies renouvelables, donc c'est positif. Mais là où on a perdu, c'est sur la rénovation des bâtiments existants. On sait que c'est là qu'il y a le plus gros potentiel. Pour l'instant, on a perdu parce que les États ne veulent pas payer. Merci. Mais le Parlement européen n'est qu'une des 3 institutions européennes. Ici, à Copenhague, c'est le Conseil qui a tout à dire. Qu'est-ce que votre conseil pour les négociateurs européens ici? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur la table pour avancer la négociation et avoir un accord global qui est très ambitieux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Notre message depuis 6 mois, vis-à-vis des États européens, parce que nous sommes européens, on peut toujours parler pour les États-Unis, mais ce n'est pas notre rôle d'une certaine façon. On peut analyser, on peut observer, mais là où on peut jouer un rôle, c'est en Europe. Ça a toujours été de dire qu'il faut que l'Europe arrête de prétendre avoir le leadership sur la négociation climatique alors que ses ambitions sont très moyennes. Et elle est à la moitié du chemin. Les engagements européens, 20% de réduction et aucun chiffre sur la table moyen et long terme pour les pays du Sud, ça veut dire un réchauffement climatique d'au moins 4 degrés d'ici la fin du siècle si on continue à ce niveau d'ambition. Donc ça a toujours été de dire il faut que l'Europe arrête le jeu de poker menteur. Si les Américains ne font pas, on ne fait pas. Si les Chinois ne font pas, on ne fait pas. Mais de dire plutôt que nous ferons 30% s'il y a un bon accord à Copenhague, nous allons faire maintenant 30% pour qu'il y ait un bon accord à Copenhague. Donc c'est un engagement déjà de 30% non conditionné, sans conditionnalité, en espérant aller le plus proche possible de 40%. Et puis un engagement financier sérieux vis-à-vis des pays du Sud, au moins 30 milliards, comme le demande le Parlement européen par an d'ici 2020. Et à ce moment-là, on peut, avec les changements aux États-Unis, les engagements déjà sur la table des pays émergents, le soutien réel aux pays du Sud, on peut probablement obtenir un accord acceptable à Copenhague, dont les modalités seront finalisées
jusqu'à Mexico. Qu'est-ce que c'est votre espoir personnel? Ici, on a 4 jours pour achever un accord. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Moi, j'aimerais que mon espoir, c'est qu'Obama soit véritablement l'homme qui va débloquer la situation. On voit déjà que Obama inscrit une rupture aux États-Unis sur la question climatique. Alors, ça ne suffit pas. Les Américains restent un grand pays émetteur de CO2. Les Américains émettent beaucoup plus de CO2 que les Indiens, les Chinois, les Européens. Donc, ils ont plus d'efforts à faire. Mais on a déjà une rupture. Et si Obama a la force de dire, d'aller beaucoup plus loin que ce qui se discute au Congrès, parce que ce qui se discute au Congrès est inacceptable pour le climat. S'il a la force de débloquer la négociation, d'aller plus loin que ce que serait prêt à autoriser le Congrès, à ce moment-là, nous aurons, nous Européens, la responsabilité d'emballer la négociation et de sortir avec un bon accord à Copenhague. Ça, c'est la version optimiste. La version pessimiste, c'est qu'Obama reste dans l'histoire du Congrès, n'ose pas, que les Européens continuent à être divisés avec les Français qui veulent jouer les champions du monde du climat sans rien dire de sérieux sur la table. Et là, ça serait la pire des catastrophes.